C'est un plaisir de vous retrouver tous, nos amis maghrébins, donc dans ces séminaires organisés par Semir avec la collaboration du laboratoire Novartis que je remercie au passage. Et donc le thème que je vais traiter aujourd'hui concerne le PRP, une technique récente, parfois controversée, pas toujours adoptée par tous les rhumatologues. Et donc, justement, je vais essayer de répondre à plein de questions que tout le monde se pose et puis insister et discuter l'intérêt de l'éco-guidage. Donc, alors, je commence ma présentation par un cas clinique, un patient que j'ai vu il y a quelques mois maintenant. C'est un jeune footballeur de 21 ans, de division 2 marocaine et qui présentait une thalalgie droite qui l'embêtait de plus en plus depuis plus de 6 mois, jusqu'à pratiquement imposer l'arrêt du sport. Et donc, il avait vu plusieurs médecins. Le diagnostic d'aponevrosite plantaire a été posé. On lui avait fait faire des orthèses plantaires. On lui avait fait 2 infiltrations cortisoniques sans aucun résultat. Et puis, un des médecins me l'avait adressé pour PRP. Alors, j'ai refait l'échographie qui montrait un discret épaississement de l'aponévrose plantaire. Il n'y avait pas de lésion évidente. Et donc, j'ai fait le PRP sous éco-guidage et avec un repos sportif de 15 jours. Et je l'ai revu, il était très, très nettement amélioré, très content, pratiquement 90%. Donc, j'ai autorisé une reprise progressive du sport et même sur sa demande, on a refait une deuxième injection après un mois avec un résultat très satisfaisant. Donc, il a pu reprendre son sport de façon tout à fait normale. Et donc, j'ai préféré commencer par ce cas clinique qui rappelle un peu des cas plus célèbres. Vous reconnaissez ici quelques athlètes célèbres, Nadal, Contador ou Tiger Woods, qui leur est arrivé à peu près la même chose. Ils ont dû arrêter leur activité sportive pendant quelques mois, gênés par une tendinopathie récalcitrante. Et c'est le PRP qui a pu leur faire reprendre leur sport et puis ils sont revenus disons, à leur meilleur niveau pour remporter des prix, etc. Ce qui a probablement permis de populariser un peu la technique un peu partout dans la presse populaire et qui fait un peu son succès sur les réseaux sociaux et sur la presse. Et donc, voilà la structure de ma présentation. Je vais essayer de répondre à plusieurs questions. Quel est le rationnel pour utiliser le PRP? Quelles sont les indications potentielles? Est-ce que ça marche réellement? À quel type de malade on peut le proposer? De quel PRP exactement parle-t-on? Comment l'injecter? Et je vais insister sur l'intérêt de l'éco-guidage. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Et puis, quel protocole éventuellement utiliser? Donc, première question, pourquoi utiliser le PRP? C'est quoi le rationnel? Alors, pour expliquer un peu ça, on va faire un petit rappel en fait sur un système très performant développé par disons, la sélection naturelle chez les vertébrés. C'est un système disons, d'urgence euh, qui composé de 4 modules. Alors, qui permettent de réagir très rapidement à des urgences, on va dire graves, menaçant la survie. Alors, c'est l'hémostase, le système immunitaire, le système nerveux et puis la fibrogénèse. Alors, après une blessure, après un traumatisme, après une invasion par des microbes, ces systèmes sont mobilisés très rapidement donc pour colmater la brèche, pour attaquer les envahisseurs et immédiatement, il y a le système de réparation tissulaire qui est, disons, stimulé. Les plaquettes jouent un rôle essentiel dans ce système de réparation. Les plaquettes, ce sont des cellules qui proviennent des mégacariocytes de la moelle osseuse et qui jouent un rôle fondamental dans la réparation tissulaire et dans l'hémostase. C'est des petites cellules sans noyau avec des mitochondries, avec des microtubules et qui contiennent essentiellement des dizaines de microgranules qui stockent
plein de protéines bioactives, on en a dénombré une trentaine, dont le rôle essentiel, justement, est de stimuler la réparation tissulaire. Et donc, le rationnel du PRP, c'est d'imiter et de stimuler ce processus de régénération naturelle en injectant donc un concentré plaquettaire aux alentours ou juste à côté d'une lésion, justement, pour stimuler et imiter ce processus. Donc, ce sont ces protéines bioactives qui vont être déversées, facteurs de croissance essentiellement, mais plein d'autres protéines qui stimulent la réparation tissulaire. Alors, le rationnel toujours, c'est qu'on sait que généralement, dans la plupart des lésions musculaires, squelettiques, dégénératives, en fait, ce sont des lésions souvent très faiblement vascularisées avec un renouvellement tissulaire très lent. Et donc, le fait d'apporter au sein de la lésion une grande quantité de ces facteurs de croissance permettrait, au moins en théorie, donc d'accélérer ce processus de réparation. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces protéines. Vous avez ici une référence qui les revoit en détail. Alors, on les a pratiquement tous identifiés. Il y a plus d'une trentaine. Ce sont tous, pour la majorité des facteurs de croissance, vous en avez certainement déjà entendu parler de plein parmi eux, comme le PDGF, le TGF, le VEGF, le GF. Donc, je passe sur ça. Ils sont très nombreux. On peut résumer leur activité en 4 grandes actions. Stimulation de la formation du collagène, stimulation de l'angiogenèse et formation du tissu matriciel et surtout différenciation cellulaire. Donc, ils permettent de stimuler la différenciation des fibrocytes en ténocytes, en ostéocytes ou en chondrocytes selon les besoins, justement pour promouvoir la réparation des tissus. Alors, quelles sont les indications potentielles dans la pathologie musculo-squelettique? On peut distinguer plusieurs indications potentielles, mais c'est essentiellement, bien sûr, les pathologies dégénératives, que ce soit les pathologies tendineuses, cartilagineuses, musculaires ou même nerveuses. Alors, globalement, théoriquement, ça va être ça. Donc, je les ai regroupés ici en catégories. Donc, les séquelles d'entorse, par exemple, que ce soit la cheville ou le genou, par exemple, les tendinopathies, toutes les tendinopathies, mais essentiellement les épicondylites, les tendinites d'Achille, les aponevrosites plantaires, les lésions musculaires post-traumatiques ou du sport, les localisations arthrosiques, évidemment, et même les discopathies, les canaux lombaires rétrécis, les syndromes canalaires comme les canals carpiens. Dans toutes ces pathologies, elles sont caractérisées par donc des lésions dégénératives qui pourraient bénéficier éventuellement du PRP. Alors, si on prend le cas de l'arthrose, c'est la pathologie dégénérative par excellence, où vous avez donc des lésions dégénératives sur toute l'articulation, donc le cartilage, mais pas que, donc les ménisques, les ligaments, etc. Toute l'articulation commence à s'abîmer progressivement sur le temps. Alors, de plus en plus une meilleure connaissance de la physiopathologie de l'arthrose maintenant se fait grâce à plusieurs études, mais on est encore très limité, ça ne s'est pas traduit sur le plan thérapeutique. On reste encore, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, à gérer nos patients par essentiellement les traitements symptomatiques, soulager la douleur, et quand l'articulation est complètement détruite, ben, on a recours à l'arthroplastie, à changer l'articulation abîmée. Pour le moment, vous le savez, il n'y a aucun traitement qui est approuvé pour prévenir ou ralentir l'arthrose. Il n'y a pas de traitement qui permet de réparer l'articulation. Et donc, le PRP, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce rationnel potentiel de stimulation de la réparation, pourrait être un bon candidat au traitement de cette pathologie dégénérative. Alors, les tendinopathies, c'est pareil. Un petit rappel sur la structure des tendons. Ce sont essentiellement des fibres de collagène alignées autour des cellules qu'on appelle les ténocytes. Et les tendinopathies chroniques, en général, c'est une désorganisation de ces fibres de collagène avec une cicatrisation inadaptée et avec apparition de néovaisseaux, ce qui donne un peu les images caractéristiques que vous reconnaissez tous à l'échographie.
donc l'épaississement du tendon avec cet aspect hétérogène et cette perte de la structure fibrillaire qui est caractéristique, c'est en fait justement ce qu'on dit, c'est la désorganisation de ces structures de collagène et de ténocytes, avec des troubles de la réparation, parfois calcification, parfois des fissures, parfois même des ruptures. Et donc là aussi, nous gérons souvent ces pathologies en insistant sur la phase inflammatoire initiale. On utilise des anti-inflammatoires, on utilise des infiltrations de corticoïdes, mais justement, un traitement comme le PRP qui viserait plutôt à stimuler la régénération du tissu pourrait être plus pertinent. Donc ça, c'était la théorie, mais en pratique, est-ce que ça marche et de quel niveau de preuve dispose-t-on? Alors, je vais revoir rapidement avec vous les études. Alors, dans l'arthrose, vous voyez qu'il y a plus de 500 études publiées sur PubMed et vous voyez la courbe un peu qui augmente d'année en année, il y en a de plus en plus. Ceci dit, les études de qualité sont très rares. La plupart de ces études sont très hétérogènes, très rarement randomisées, puisque l'aveugle est souvent très difficile à faire avec le PRP. Souvent, c'est des petits échantillons avec des protocoles plus ou moins expliqués. Et disons, le reproche essentiel, c'est que les préparations de PRP ne sont pas standardisées. Chacun fait un peu son cocktail et sa préparation comme il le souhaite. Même les groupes comparateurs sont souvent très variables. Alors, il y en a qui comparent au placebo, il y en a qui comparent au corticoïde, il y en a qui comparent à l'acide hyaluronique ou à la rééducation. Et puis, même les critères d'inclusion et de jugement sont très variables. Alors, j'ai essayé de regrouper les meilleures études publiées récemment. Alors, cette étude a repris 4 méta-analyses qui a sélectionné les meilleures études comparant PRP, vous le voyez ici, versus acide hyaluronique ou versus placebo. Et globalement, le PRP semble un peu plus efficace que le placebo et que l'acide hyaluronique, avec des résultats statistiquement significatifs. Cette autre méta-analyse, vous le voyez ici, PRP versus acide hyaluronique. Alors, à court terme, 1 mois, 3 mois et même à 6 mois, la différence n'est pas significative. Mais à 12 mois, vous voyez, le PRP est statistiquement significatif et le résultat est nettement en faveur, donc avec une efficacité 3 fois supérieure à l'acide hyaluronique. Alors, PRP comparé à PRP plus acide hyaluronique comparé à PRP seul, il y a quelques études. Cette méta-analyse a repris environ 4 études et le PRP associé à l'acide hyaluronique semble supérieur au PRP seul. Vous le voyez ici, c'est significatif, que ce soit sur la douleur ou sur la fonction évaluée par le WOMAC. Donc, malgré les limites donc de ces études, et on a quand même des preuves solides basées sur des études de qualité qu'il y a un effet positif. PRP semble supérieur au placebo et même plusieurs méta-analyses montrent que le PRP est supérieur à l'acide hyaluronique et que l'association PRP-acide hyaluronique est supérieure au PRP seul. Mais il est évident qu'il y a encore un grand besoin d'études de meilleure qualité et incluant un plus grand nombre de membres. Alors, à cause de toutes ces limites, évidemment, alors pratiquement aucune société savante qui s'intéresse à l'arthrose n'a inclus le PRP dans ses recommandations. J'ai repris ici les principales recommandations des grandes sociétés savantes. Alors, les sociétés de rhumatologie, l'ACR ou l'association des orthopédistes ou même l'ORC qui est un peu transversale. Vous voyez ici le PRP, aucune ne l'a inclus et même l'ACR l'a mis en rouge. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont même pas, ils sont contre son utilisation. Ceci dit, quand vous voyez ce qui est en vert, il n'y a pratiquement que les AINS oraux et topiques et les corticoïdes injectables. Et sur une maladie qui évolue sur des années et des années, évidemment, l'utilisation au long cours d'AINS et de corticoïdes ne résoudra pas le problème. Et on a certainement besoin d'autres choses pour gérer ces malades. Alors, la SFR vient de mettre à jour ses recommandations pour la gonarthrose
et ils ont décidé de ne pas statuer sur le PRP. J'ai mis ici le paragraphe qui a été consacré au PRP. Ils disent que malgré une littérature très dynamique et de nouvelles preuves, des méta-analyses, des nombreux essais randomisés, euh, à cause de cette hétérogénéité des protocoles et ce que j'ai dit tout à l'heure sur les critiques sur la difficulté de comparer ces différentes études, ça rend difficile l'analyse de la littérature et ils préfèrent ne pas statuer pour le moment sur l'utilisation du PRP. Alors pour la coxarthrose, maintenant, c'est encore plus compliqué. Il y a très peu d'études de qualité, euh, pour la plupart négatives ou effets modestes. Il y a cette méta-analyse récente qui est négative, donc pas de différence, en tout cas par rapport à l'acide hyaluronique. Et cette autre méta-analyse, alors c'est une méta-analyse un peu particulière, c'est pas une méta-analyse directe, les auteurs ont pris plusieurs études évaluant l'effet d'une injection dans la hanche pour une coxarthrose. Donc ils ont pris 11 études avec différents produits qu'on a injectés dans la hanche et ils ont, disons, comparé de façon indirecte l'effet obtenu. Donc, que ce soit après avoir injecté du sérum salé, un corticoïde, un acide hyaluronique ou du PRP, globalement, l'effet obtenu est du même ordre d'importance. Pour dire que, quel que soit ce que vous injectez dans les hanches, c'est à peu près pareil, même du sérum salé. Alors, pour les tendinopathies, là aussi, plus de 600 études publiées, et vous voyez un peu la tendance de plus en plus chaque année. Mais là aussi, les mêmes critiques et sur la qualité et sur l'hétérogénéité des études, généralement de faibles effectifs, très rares études randomisées. Et là aussi, les études comparatives, les comparaisons se font soit versus corticoïdes, soit versus injection de sérum salé, versus onde de choc, versus rééducation. Donc, c'est vraiment compliqué de s'y retrouver. L'aveugle est là aussi très difficile à faire. Et la grande critique, c'est les différents protocoles de PR. Alors, qu'est-ce on peut tirer de la littérature? Quelques méta-analyses ont essayé de faire un peu le tri dans tout ce qui s'est publié. Alors, globalement, dans la coiffe des rotateurs ici, il y a quand même un effet significatif dans les lésions du ligament croisé et dans les épicondylites. Il y a un effet positif retrouvé, significatif de l'ordre de 30% par rapport au comparateur. Alors, si on rentre un peu plus dans les détails, cette méta-analyse sur les épicondylites, comparant les études PRP versus corticoïdes, alors on retrouve un peu ce qui est attendu sur le plan logique et rationnel. À court terme, à 4 et à 8 semaines, les corticoïdes sont supérieurs, mais à 24 semaines, le PRP semble supérieur. Ça semble un peu logique avec le rationnel qu'on a dit tout à l'heure. Alors, concernant la coiffe, méta-analyse récente, 5 études, plus de 200 malades. Alors, 2 études versus rééducation et 3 études versus injection du sérum salé. Alors, globalement, ce que cette méta-analyse retrouve, c'est que sur 24 semaines, le PRP semble supérieur au placebo. J'ai retrouvé cette étude très récente, publiée encore en pré-proof. C'est un très bel essai randomisé en double aveugle. Ils ont pris des tendinopathies de la coiffe avec ou une petite rupture partielle de la coiffe non chirurgicale et ils les ont randomisés soit en PRP, soit en infiltration de corticoïdes sous écho. Donc, il y avait une centaine de patients, 47 PRP versus 52 corticoïdes, qu'ils ont suivis pendant 12 mois. Et vous voyez qu'à 6 semaines, les groupes étaient comparables, mais que les groupes se sont séparés en faveur du PRP à 12 et à 52 semaines, aussi bien sur la douleur que sur les scores fonctionnels. Les autres tendinopathies, alors tendon d'Achille, très peu d'études de qualité, essentiellement des cas cliniques ou des séries de cas, globalement négatives. Hein. Je passe rapidement. Il y a une méta-analyse aussi qui a repris 4 études, plus de 170 patients. Là aussi, c'était négatif. Donc, s'il n'y a pas de recommandation et si les études sont très hétérogènes,
à quel type de malade proposer le PRP. Bon, là, je vais essayer de donner un peu mon expérience personnelle et proposer quelques pistes de réponse. Là, je vous présente par exemple un cas d'une patiente que j'avais vue, une cadre dynamique de 58 ans qui se plaignait de gonalgie mécanique depuis plus de 9 mois. Elle avait une dizaine de kilos en trop. Quand on l'examinait, les genoux étaient normaux à l'examen. La radio montrait un tout petit pincement et à l'échographie, il y avait des signes d'arthrose débutante avec une hypertrophie synoviale, avec une petite protrusion des ménisques et des petits ostéophytes qui commençaient à apparaître. Elle était très gênée malgré les traitements symptomatiques et les séances de kiné. Et donc, je lui ai proposé le PRP avec acide hyaluronique sous éco-guidage et avec 2 injections à un mois d'intervalle. Elle était très contente avec une amélioration très nette sur la douleur et sur la fonction. Alors, un deuxième cas clinique, c'était un jeune de 44 ans qui était sédentaire et qui était très gêné par une gonalgie d'un seul genou, très invalidante. Il avait pris pas mal d'anti-inflammatoires sans aucun résultat. Et donc, quand je l'ai vu, là aussi, il avait quelques kilos en trop et à la radio, on ne voyait rien du tout. Et donc, devant l'importance de la gêne, j'ai demandé une IRM qui montrait une lésion chondrale focale. Donc, il y avait un petit bout de cartilage qui s'était détaché. Et là aussi, je lui ai proposé le PRP et qui a donné un excellent résultat chez ce patient. Le troisième cas clinique que je présente, c'est un jeune de 32 ans qui faisait beaucoup de musculation depuis l'âge de 18 ans et qui était très embêté par une hypicondylite rebelle. Il avait tout essayé, anti-inflammatoire, kiné, plusieurs infiltrations. Et quand je l'ai vu, donc j'ai fait une échographie qui montrait une lésion focale sur les épicondyliens latéraux et que donc je lui ai proposé là aussi un PRP donc, que j'ai injecté en intralésionnel avec l'éco-guidage. Et après 2 mois, il était très satisfait. Il a même pu reprendre sa musculation sans problème. Donc ça, c'était des cas cliniques qui démontrent de potentielles indications intéressantes que donc j'ai résumé ici sur cette plaque. Donc, à quel malade peut-on proposer le PRP? À mon avis, les arthroses, les gonarthroses essentiellement débutantes, plutôt stade 2, mieux que le stade 3. La coxarthrose, sans trop de conviction, mais certainement pas la coxarthrose évoluée, peut-être les tout premiers stades. Et toute autre localisation d'arthrose débutante. J'ai eu aussi quelques malades avec une rhizarthrose, avec un bon résultat. Les lésions focales, chondrales, et est-ce qu'on peut le proposer chez les patients inopérables avec une arthrose sévère et des comorbidités? Oui, je pense que ça peut être un bon traitement palliatif, vu qu'il n'a pratiquement pas d'effet secondaire, je vais y revenir après, contrairement par exemple aux corticoïdes. Alors pour les tendinopathies, c'est plutôt en deuxième intention, donc les tendinopathies rebelles, chroniques, plus de 3 mois, qui ne répondent pas à un traitement bien conduit, ou lorsqu'il y a une petite rupture partielle de petite taille qui n'est pas chirurgicale. Alors, quels produits peut-on utiliser? Alors, la grande critique et le grand problème avec les PRP, c'est la grande hétérogénéité. Il y a tellement de produits sur le marché qui ne se ressemblent pas. Et quand on les étudie, parfois ça va, si on compare par exemple juste la concentration plaquettaire dans tel ou tel produit, ça peut aller du simple au quintuple. Et donc, c'est difficile de s'y retrouver. Il y a plusieurs études qui ont essayé de comparer plusieurs techniques et vous voyez que la concentration plaquettaire peut être très variable en fonction du volume obtenu. Alors, il y a quelques auteurs qui ont essayé de proposer une standardisation donc pour pouvoir s'y retrouver, essayer de faire le point sur ces PRP, mais pour le moment, elle n'est pas encore adoptée. Vous voyez que c'est un peu compliqué, voilà, euh, pour que chaque constructeur ou chaque kit de PRP devrait au moins indiquer en fait comment c'est fait, la concentration obtenue, comment, les différentes caractéristiques, on va dire, de son kit, pour que les utilisateurs peuvent s'y retrouver. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ça?
À mon avis, la meilleure technique, c'est celle qui est la plus safe. Privilégier plutôt les techniques où il n'y a pas de manipulation, où il n'y a pas de ponction, etc. Retirer le sang, le remettre et le réinjecter, etc. Privilégier les circuits fermés avec gel séparateur, où tout se fait à côté du malade. Il ne faut pas que le sang voilà, soit transporté dans un labo à distance, etc., avec le risque d'accident potentiel. Et puis, surtout, les sociétés qui ont des études cliniques de qualité, il y en a quelques-unes. Alors, comment l'injecter? Et c'est là où je vais insister sur l'intérêt de l'écoguidage. Alors, où est-ce qu'il faut injecter? Normalement, lorsqu'on traite une lésion cartilagineuse ou articulaire, il faut injecter en intra-articulaire. Il faut être sûr d'être en intra-articulaire. Pour les lésions musculaires, il faut injecter au niveau de la lésion et en périlésionnelle. Et dans les lésions tendineuses, là aussi, il faut injecter au niveau de la lésion et dans le tendon. Alors, évidemment, tous ceux qui sont connectés, je pense, aujourd'hui, savent injecter un genou. Il y a plusieurs manières d'injecter un genou à l'aveugle. Je n'aime pas beaucoup le terme à l'aveugle, on va dire par la palpation clinique, on sait s'y retrouver. Mais beaucoup d'études ont montré que avec la palpation, on peut se tromper ou on n'est jamais sûr. Et une fois sur deux, on peut être à côté et pas dans l'articulation. D'ailleurs, la précision est un facteur d'efficacité et mettre l'aiguille en intra-articulaire sur un genou sec, surtout chez des patients obèses, peut être très très compliqué. D'ailleurs, quand on n'est pas dans l'articulation, c'est très douloureux. Et si l'injection est douloureuse, c'est que vous êtes dans la graisse et pas dans l'articulation. Les signes de réussite, en général, c'est quand on a quelques gouttes de liquide synovial et que lorsqu'on sent le changement de résistance au passage de l'aiguille, lorsque le produit passe facilement. Et donc, on comprend qu'une injection écoguidée, évidemment, ça change tout parce qu'on voit notre aiguille, on la suit en direct et on peut mettre l'aiguille exactement à l'endroit où on veut pour fonctionner ou injecter évidemment notre produit. Alors, je ne reviens pas sur la supériorité de l'écoguidage par rapport à la palpation. Plusieurs études l'ont montré. Il y a cette méta-analyse relativement récente qui montre qu'avec l'écoguidage, on est 3 à 4 fois plus efficace et que le geste est moins douloureux et plus précis par rapport au repérage clinique. Évidemment, quelques astuces pour améliorer l'efficacité et la tolérance. Pas de PRP en cas de poussée congestive, reporter l'injection, voire vider l'articulation et infiltrer par un corticoïde et ou donner des anti-inflammatoires. Et puis un repos de minimum de 48 heures après l'injection. Alors la hanche, c'est compliqué évidemment de le faire à l'aveugle, alors qu'avec l'échographie, c'est un geste qui est faisable même en ambulatoire au cabinet. Pour les lésions musculaires et tendineuses, là je pense que c'est impossible de le faire sans écoguidage. Donc quand vous voulez viser, par exemple ici c'est une désinsertion d'un muscle, si on veut viser cet endroit pour ponctionner, éventuellement injecter le PRP à cet endroit, ou si on veut viser la petite rupture au sein du tendon, évidemment, ça ne peut se faire que sous écoguidage. C'est une boutade, mais l'écoguidage, c'est vraiment un stade ultérieur dans l'évolution de la médecine et les rhumatologues qui injectent sous écoguidage, c'est quand même un stade de plus par rapport aux rhumatologues qui injectent sous repérage clinique uniquement. Alors, quelle tolérance? Le PRP, en général, est très, très bien toléré. Parfois, on peut avoir une petite douleur au point d'injection, notamment quand on injecte dans le tendon. C'est très rare d'avoir quelques réactions inflammatoires aseptiques. Et évidemment, il faut prendre toutes les précautions d'usage pour éviter une contamination septique. Alors, quel protocole? Il n'y a pas disons de standardisation. Ce qui est recommandé, c'est d'éviter les anti-inflammatoires au moins 48 heures avant et des jours après, pour la simple raison que le PRP utilise en fait l'inflammation pour stimuler la réparation tissulaire et le fait de prendre des anti-inflammatoires va inhiber ce processus de réparation. Par contre, il ne faut pas arrêter l'aspirine, et même si
Certains ont suggéré que ça pourrait diminuer l'efficacité. Est-ce qu'il faut le faire loin d'une infiltration cortisonique? Alors, ce qui est recommandé, c'est 1 mois. Ça peut paraître logique vu, on va dire, l'effet du corticoïde, là aussi, qui inhibe localement l'inflammation et donc ce qui pourrait inhiber ce processus de réparation. Est-ce qu'on peut utiliser des anesthésiques? La plupart des auteurs qui préconisent le PRP disent que c'est préférable de ne pas les utiliser, mais si le patient est très sensible à la douleur, on peut utiliser une petite dose d'anesthésique. En tout cas, dans tous les cas, repos strict pendant 48 heures et repos sportif en moins une quinzaine de jours. Alors, quelles sont les étapes? Tout le processus dure en moins d'une quinzaine de minutes, donc prélèvement, centrifugation pendant 5 minutes. On prend le PRP donc, du tube et on injecte sous éco-guidage. Ça dure une dizaine de minutes à une quinzaine de minutes. Alors, à quelle fréquence peut-on pendant les faire? Il n'y a pas de standardisation. Pour les lésions tendineuses, en général, une injection pourrait suffire. Une deuxième, voire une troisième pourrait se discuter en fonction si le résultat, disons, est incomplet. À quel intervalle? 15 jours, 1 mois, 2 mois? Moi, j'utilise en général 1 mois d'intervalle. Pour la gonarthrose, en général, 2 à 3 injections. Là aussi, à 1 à 2 mois, l'idéal. Il n'y a pas évidemment, il n'y a pas de guidelines, il n'y a pas de recommandations. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte, donc le stade évolutif, l'aspect de l'imagerie et évidemment le coût pour le patient. Ça reste quand même coûteux et non remboursé pour la plupart des patients. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Très rares. Évidemment, il vaut mieux éviter quand il y a une infection locale ou à côté et quand il y a une instabilité hémodynamique. Les contre-indications relatives, si le patient a pris des anti-inflammatoires ou a été infiltré récemment, ou s'il y a un cancer récent ou de la fièvre récente, il vaut mieux éviter en cas de thrombopénie ou d'anémie profonde. Voilà, donc j'ai terminé. Les messages clés, à mon avis, c'est une technique innovante et sans danger et les rhumatologues doivent se l'approprier. Ce n'est pas un traitement antalgique d'action rapide, donc il faut l'expliquer aux malades. Ça ne va pas soulager rapidement comme les anti-inflammatoires ou les infiltrations cortisoniques. Ce qu'on cherche, c'est une action à long terme, au-delà de 3 à 6 mois, et son but est de stimuler la cicatrisation et la régénération tissulaire. Ça peut être utilisé dans toutes les pathologies dégénératives, articulaires, tendineuses, musculaires et même nerveuses. Mais il faut faire attention, il y a de très nombreux PRP, il n'y a pas de standardisation, il n'y a pas de recommandation. Donc, bien choisir sa technique, bien choisir les malades susceptibles d'en bénéficier. Et à mon avis, l'éco-guidage est déterminant.